parti. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un grand, comme un Allez, champion il peut le faire, allez. Il va le faire, il va le faire, il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de William. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard Salut, Thomas. possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Alors je prends l'antenne 5 minutes avant l'arrivée de notre invité Laurent Morelin, avec lequel on va parler du Tour du Jura cyclisme, parce que c'est l'actu du jour. Les équipes pour le Tour du Jura sont sorties aujourd'hui, donc Laurent va pouvoir nous les dévoiler en exclusivité. Merci à toi William d'être encore présent ce soir. Je voulais revenir sur la petite émission de la semaine dernière sur l'actualité du pôle sport de tennis de table qui fait parler. La décision sera rendue mercredi en conseil de ligue. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, donc une pétition a été lancée avec plus de 600 signataires. Et info aussi, la ville de Lons-le-Saunier et la communauté d'agglomération, représentée par Éclat, avec Antoine Jaillet notamment, qu'on avait eu sur le média, a envoyé une lettre aujourd'hui à la Ligue pour demander le maintien de la structure. Donc on est en train de voir que derrière ça pousse pour essayer de maintenir ce pôle espoir. Donc avec tous les éléments, on va voir si ça va pouvoir se maintenir ou pas mercredi. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on suit le dossier, on espère qu'il y aura une fin positive pour ce pôle espoir. Deux petites actus avant de recevoir notre ami Laurent. Ce week-end, bien sûr, la fin de la saison de Coupe du Monde de biathlon avec Quentin Fillon-Maillet, entre autres. Ça a été compliqué pour Quentin avec beaucoup de fautes dès son premier tir couché, 3 fautes, il me semble. Donc voilà, il termine, je crois qu'il termine 11e ou 12e, 12e, c'est ça, à 1 minute de son coéquipier Simon Destieux qui a gagné. Au classement général, il termine 3e, donc bravo à toi. Très régulier sur toute l'année avec 21 top 10 en 26 courses, donc effectivement la régularité paie. Mais je pense qu'il aurait espéré encore mieux, et notamment un peu plus de victoires. Je crois qu'il a 3 victoires, voilà, c'est ça. Et chez les dames, Anaïs Bescon, fin de saison un petit peu cauchemardesque, 9 fautes la veille sur le sprint. Sur la poursuite, pardon, et ce dimanche sur la mass start, 25e sur 30, avec beaucoup d'erreurs. Alors à l'instar de tous les athlètes, les conditions étaient délicates. Et au classement général de la Coupe du Monde, Anaïs Bescon termine 18e, donc c'est plutôt pas mal. Et pour terminer cette petite partie, deux petites infos. Premier top 15 en combiné nordique pour le Jurassien Matteo Bo, hier en Allemagne, donc très très belle performance. 12e. Laurent Multaler, il termine 14e. Donc c'est très bien pour Mumu, qui confirme aussi. Donc vraiment des beaux résultats. Et alors à quand une émission avec Laurent Multaler, Quentin Fillon-Maillet, pardon. On espère, là c'est la fin de saison, on espère qu'il sera présent. Et puis juste pour terminer, parce que je vois que Laurent est arrivé, donc on va débuter. Petite pensée pour mes amis et supporters de l'Olympique Lyonnais, pour leur belle prestation d'hier soir face au Paris Saint-Germain, une belle défaite 4-2. Voilà, c'était juste le petit chambrage, on va dire. Alors on va rejoindre Laurent. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions à Laurent, c'est le but de l'émission. Merci d'être là, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Bonsoir Laurent. Oui, bonjour Quentin. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler du Tour de Jura cyclisme. Alors on va se tutoyer, je pense que ce sera plus simple, c'est un petit peu l'état d'esprit du média, tranquille. Ouais, bien sûr. Alors, pour introduire le Tour du Jura cyclisme, moi c'est une épreuve que je connais pour l'avoir couverte en 2014 avec le Progrès, à l'époque où il y avait eu notamment Nicolas Vaugondi. Donc déjà quand on dit ça montre déjà on va dire le niveau de l'épreuve et un petit peu ça attire quand même des noms déjà.
de base. Oui, c'est vrai que si tu as pu le couvrir en 2014, alors pour ceux qui ne sont pas au fait des affaires du cyclisme, Nicolas Bongondi, c'était l'ancien champion de France sur route, hein, professionnel, et il était redescendu chez les amateurs. Et à ce titre-là, il était venu participer au Tour du Jura avec l'équipe Team Pro Imo qui ont gagné le Tour du Jura, qui ont remporté le Tour du Jura à plusieurs reprises. Donc c'est effectivement, on a toujours au Tour du Jura su attirer quelques beaux noms et voilà, Nicolas en faisait partie. Alors, on reviendra d'ailleurs sur ces grands noms, mais pour présenter un petit peu ce Tour du Jura, Laurent, lancé en 2006, alors il a 14, enfin 15 ans maintenant. Ça commence à faire long, hein, depuis. D'ailleurs, en plus, en amont, enfin, il y avait le Tour du Revermont. Beaucoup de chemin depuis, hein, parcouru. Ouais, effectivement, c'est sûr que quand on mesure le chemin parcouru, alors, comme tu l'as rappelé, le Tour du Revermont a eu 3 éditions, hein, c'était sur le secteur d'Arbois, Poligny-Salins, et après 2006, le Tour du Jura qui s'est émancipé. Et voilà, on aurait dû faire la 15e édition l'année dernière. Bon, elle est repoussée à cette année. On croise les doigts avec la situation sanitaire pour qu'elle puisse avoir lieu. Effectivement, il y a eu du chemin de fait quand on se souvient qu'au début, c'était voilà une course régionale, hein. On a commencé comme ça et petit à petit, on a su franchir les paliers, course nationale, élite, et puis depuis 3 ans maintenant, course professionnelle, voilà, classe 2 et maintenant en classe 1, quoi. Alors, le format de course a changé aussi, parce qu'avant, c'était sur plusieurs jours aussi, hein. C'est ça, on a je pense, utilisé tous les formats possibles. On a commencé sur une journée avec 2 demi-étapes, après on est passé à 2 jours, etc. On est monté même à 4 étapes, hein, sur le Tour du Jura. Et là, bon, on avait fait le choix aussi, essentiellement pour des raisons budgétaires, quand on s'est lancé dans l'aventure en classe 1, de passer sur une journée et de créer en même temps une épreuve sur Besançon, là aussi en classe 1, pour conserver cet aspect quand même course par étapes, quoi. Un peu à l'image des boucles du Sud-Ardèche, quoi. Oui, parce que ça vous permet très concrètement en fait de garder les mêmes coureurs du jour au lendemain, quoi, à peu de choses près. Oui, ce matin, on a fait la parution des équipes qui vont participer. On a le même nombre d'équipes et les mêmes équipes qui seront présentes sur les 2 épreuves. Alors, bien entendu, ça permet aussi aux équipes, comme on n'est pas sur une course par étape, de pouvoir jongler avec l'effectif et de remplacer, le cas échéant, 1 ou 2 coureurs en fonction de la physionomie de la course. Et puis de faire courir aussi plus de monde en ces temps difficiles pour les équipes. Alors, on a une première question d'un vététiste de Conliège qui demande à quand le Tour du Jura pour les catégories amateurs et juniors. Est-ce que ça va revenir peut-être Alors, effectivement, oui, on peut pas satisfaire tout le monde. Malheureusement, on nous demande beaucoup de choses. Là, on a fait le choix de passer chez les pros cette année. Voilà, rien ne nous dit que dans les années futures, on va pas revenir à un autre format, même si là, pour l'instant, l'idée est quand même, enfin, l'ambition est quand même de rester à ce niveau-là. Mais on peut aussi imaginer, pourquoi pas, concilier à ça d'autres épreuves pour les catégories plus jeunes, voilà, on va dire en lien avec le Tour du Jura. si tu fais un petit retour sur toutes ces années, toi, Laurent, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier peut-être quelque chose que tu as mis en place, que votre équipe a mis en place, c'est quoi? C'est vrai que quand on voit d'où on est parti, parce que au-delà de l'aspect course, ce qu'il faut savoir, c'est que le club, il a un peu plus de 20 ans d'existence, hein, le club Jura Cycliste qui porte le Tour du Jura. Alors, on a quand même plus de 100 licenciés avec des jeunes. On a sorti aussi des garçons comme Théo Delacroix, qui est le plus connu. Lui, on l'a eu vraiment depuis les catégories minimes. On l'a vraiment formé. On a chez les filles, on a aussi Sophie Baudrogui. Donc, au-delà de l'aspect club et de l'aspect, enfin, je veux dire, Tour du Jura, il y a l'aspect club et la fierté d'être se dire qu'on a commencé, on était 5-6. Voilà, pas dans un garage, mais pas loin. On a commencé à organiser des petites courses dans le village où on habitait à côté d'Arbois, à Méné. Et maintenant, on a une des plus grandes courses du Grand Est. Et c'est ça enfin, c'est le chemin parcouru qui peut nous rendre légitimement fiers, quoi. Alors c'est vrai que le chemin il est déjà long, ça fait plus de 15 ans déjà que ce Tour du Jura existe et et quand on regarde un petit peu le palmarès, alors moi en préparant l'émission, c'est vrai que on regarde les noms et on voit quand même des sacrés noms côté français, Thibaut Pinot, Nance Peters, Guillaume Martin et puis même des coureurs étrangers. Alors je les connais pas tous donc c'est pour ça que je les ai pas cités mais ces courses-là, elles servent à aussi dévoiler certains talents, des nouveaux talents, comme le Tour de l'avenir. C'est quoi le but de la course?
Alors effectivement, oui, sur les éditions précédentes, ce qui plaisait aussi autour du Jura, et sur ce qu'on va essayer de conserver, c'est qu'on était vraiment un révélateur de talents et surtout des talents qui sont pas forcément souvent mis à l'avant dans les années précédentes, c'est à savoir des grimpeurs et des coureurs on va dire, de grands tours par la suite. Si on prend le cas des derniers vainqueurs en date, que ce soit Carl Frederick Hagen ou Kobe Gossen, ces deux garçons ont signé dans la foulée dans des équipes de World Tour et se sont illustrés. Karl Hagen, il termine quand même dans un top 10 de la Vuelta l'année suivante sa victoire au Tour du Jura. Enfin, un top 10 d'un grand tour, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ouais. Kobe Gossen, on l'a vu à l'avant récemment sur Paris-Nice où il était échappé dans le final d'une étape. Donc pour des jeunes coureurs, briller sur le Tour du Jura, ça montre quand même qu'ils ont la capacité à passer le cran dessus. Tu parlais de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, il sortait de chez les juniors, arrivé à Bois d'Amont, donc il est très, très difficile. On partait de Lons Bois d'Amont pour les Jurassiens, ça leur parle. Hein, je veux dire, on passe tout le massif. Hein. Donc monter des lacets de Semoncel, Thibaut Pinot junior 2 fait 3 de l'étape. Donc là, on est vraiment sur. On se dit, ce garçon-là, il a un vrai potentiel. Et derrière, j'ai le même exemple avec Alexis Villermo qui remporte une étape à la Poya chez lui, Fabien Doubet qui s'impose aussi à Moirans sous la neige. Et ces garçons-là, derrière, ils ont passé le cap. Léo Vincent, il était chez les pros pendant 3 saisons après sa victoire sur le Tour du Jura. Et on pourrait multiplier les exemples, voilà, toute la soirée, quoi. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, tu parles de niveau, effectivement, on l'a dit en préambule, en lancement d'émission, mais en 2014, j'avais couvert ce Tour du Jura. C'était l'élite nationale, donc l'échelon d'N1. Donc, voilà, division, on était sur les meilleurs niveaux amateurs. Et donc l'antichambre des catégories professionnelles, mais moi ce qui m'avait impressionné, Laurent, à l'époque, c'est la vitesse. Enfin, déjà à ce niveau-là, même dans les catégories en dessous, deuxième, trois, enfin dans les catégories amateurs, il y a déjà un bon niveau. Et en National 1, moi j'ai l'impression que c'était une course professionnelle limite, quoi. Alors effectivement, c'est bien ce que tu dis parce que quand on n'est pas au fait des courses cyclistes, quand on vient sur une course cycliste, on est toujours impressionné par la vitesse. C'est, je pense, le même cas quand moi qui suis qui suis un fan de sport, quand on emmène des gens au bord d'un terrain de rugby ou d'un terrain de foot, quand on voit le niveau, même à un très bon niveau amateur, on est toujours surpris par l'engagement et la vitesse. Et c'est le cas aussi en cyclisme, d'autant plus qu'on est sur la voie publique et que ça va très vite, quoi. C'est-à-dire quand nous on emmène des invités dans les descentes de col, etc. Ouais. Ils sont toujours vraiment effarés de la vitesse et des risques que prennent les coureurs cyclistes. Hein. C'est vraiment des vrais funambules sur leur vélo. Et le niveau DN1, comme on peut avoir en Franche-Comté, Étup ou l'Amicale cycliste byzantine, ils se frottent régulièrement aux professionnels. Donc ils sont aussi aguerris à ce type d'épreuve. Alors c'est sûr, sur la longueur et sur la distance, ça va pas rouler à la même vitesse, mais le niveau amateur maintenant est vraiment très très bon. Et quelqu'un qui marche chez les amateurs, quand il passe pro, il est pas perdu, quoi. Parce que le rythme, il l'a déjà. La différence, elle est de plus en plus petite, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que la différence, moi, peut-être je le vois, c'est que les courses en amateur sont plus débridées que celles en pro où des fois c'est un peu plus cadenassé entre guillemets sur les scénarios de course. Exact, c'est tout à fait ça. Quand une course amateur, j'ai envie de dire, ça part, voilà, coup de pistolet, ça part dans tous les sens. Et la course, elle est, d'ailleurs, certains nous disent, elle est peut-être même plus intéressante chez les amateurs parce qu'il y a des retournements de situation. Les courses professionnelles, même sur les World Tours, c'est vraiment cadenassé. Les surprises sont rares ou les scénarios sont assez identiques d'une course à l'autre. Et c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'organisateurs, de proposer des parcours qui, justement, vont chambouler un petit peu ces schémas classiques. Et c'est ce qu'on espère sur le Tour du Jura. Parce que, voilà, les coureurs qui vont être présents, on va essayer de casser un petit peu les codes. On va y rentrer plus pleinement d'ailleurs dans cette nouvelle édition. Mais tu parlais de niveau World Tour en 2017. Donc vous êtes passé sur une course UCI 2.2 et là cette année en 1.1. Le fait de passer déjà sur une course professionnelle UCI, ça demande, j'imagine, un budget plus conséquent. Alors c'est quoi du coup en 2017 ce virage, c'était quoi du coup l'effort financier à apporter pour pouvoir passer en 2.2? L'effort, quand on est passé en 2017, voilà, il y avait un effort conséquent puisque là on intégrait déjà les courses UCI, hein, même si on pouvait encore avoir. C'est un niveau qui est un peu intermédiaire, quoi. On intègre des courses UCI, certes, mais toutes les équipes UCI ne peuvent pas forcément venir, notamment les World Tour.
Donc, ça n'a pas tout à fait le même impact que la classe 1. On sent que le cran quand même entre classe 2 et classe 1 est un peu plus haut, notamment en termes financiers aussi. Ouais, c'est un budget, on va dire, c'est plus de 30 à 40%. D'autant Ah plus oui. cette année avec, enfin, comme on le verra, avec la retransmission télé. Alors oui, alors tu fais une très très belle transition. Alors n'hésitez pas à poser les questions, mais c'est vrai que moi je connais bien le principe de diffusion par l'équipe parce que j'ai participé à des réunions de calage pour justement la classique Dromardèche l'an dernier, donc je connais bien les contours de tout ça. Comment on arrive à se dire bah tiens bah pour 2021 je vais avoir la télé. Comment se passent les contacts? Non, parce que c'est le rêve de Alors, chaque organisateur d'avoir la télé quand même. oui, alors, bien entendu, on se réveille pas le matin de Noël en disant, tiens, je vais déballer mes cadeaux et puis je vais avoir la chaîne L'équipe sous le sapin. C'est un peu plus compliqué que ça. Non, c'est des contacts qu'on a aussi avec d'autres organisateurs d'événements, hein, avec notamment les gens sur le Tour de Provence, c'est Pierre-Maurice Courtade, franc-comtois d'origine. On travaille avec eux, on travaille aussi avec d'autres courses et voilà, c'est un réseau. Et on a eu les contacts avec la chaîne L'équipe, on les a démarchés. Eux étaient intéressés par rapport au format, puisqu'ils connaissent déjà, comme tu l'as dit, sur les boucles de l'Ardèche, à peu près le même format, donc ça les intéresse. Je te cache pas que le Jura et le département du Doubs, c'est un nom un peu vendeur. Alors, on peut dire aussi merci à notre biathlète Quentin Fillon-Maillet, puisque l'équipe, ils connaissent bien le Jura à travers les performances de Quentin. Donc là aussi, ils sont pas en terrain inconnu. Et quand ils sont un petit peu renseignés, voilà, le Jura, les montagnes, etc. C'est quelque chose aussi qui peut être vendeur pour la télé. Et puis on a commencé à travailler ensemble, voilà, sur ce principe. Voilà, je te cache pas que aussi il y a un coût financier important. Voilà, il faut qu'on trouve ce budget qui nous permet aussi de financer en partie cette retransmission. Ah oui, parce que pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent, ça soit la pétanque, on voit souvent de la pétanque sur la chaîne Équipe, mais il faut savoir c'est que les fédérations, donc la Fédération française de pétanque et d'autres événements, financent en partie ce coût de retransmission, les moyens qui sont mis pour assurer cette visibilité, quoi. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc Et on prend à notre charge une partie des coûts de production grâce voilà, à nos partenaires qui sont institutionnels ou privés. contractuellement, t'as pas le droit de dire le montant de ce coût de visibilité, non? Oui, c'est ça. C'est voilà, ils préfèrent. Voilà, c'est dans le contrat. Voilà, ce sont des chiffres. Il y a rien de secret, mais voilà, la chaîne de l'équipe contractuellement nous donne pas l'autorisation de communiquer là-dessus. Bon, bah, très bien. Alors, c'est vrai que ce Tour du Jura 2021, pardon, il est particulier parce que il y a la course des garçons, mais il y a aussi la course des féminines cette année. Oui. Moi, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, c'est qu'avant il n'y avait pas de course féminine. Pourquoi cette année, du coup? Non. Alors, en fait, c'est un projet qu'on a depuis plusieurs années. Alors, comme Mhm. je te l'ai dit tout à l'heure, nous au sein de voilà, le Tour du Jura, c'est porté par un club, hein, le club Jura Cyclisme. Nous, on défend aussi le sport féminin. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, parmi les gens que l'on forme, on a des féminines, des jeunes, des cadettes, des juniors. C'est la plus connue étant peut-être Sophie Baudrogui, hein, qui est au pôle espoir de Franche-Comté. C'est la fille de l'ancien professionnel Laszlo Baudrogui. Ouais. Mhm. Et c'est vrai que nous, on cherche vraiment à soutenir et à développer le sport féminin à travers notre école de vélo, hein, parce que l'école de vélo, on accueille filles, garçons, on a des filles qui marchent bien, qui vont régulièrement au championnat de France. Donc, on avait cette volonté-là de promouvoir le sport féminin. On devait le faire l'année dernière, ça n'a pas pu se faire pour X raisons, et on s'est dit cette année, ben allez, on tente le tout pour le tout. Je te cache pas que là aussi, ça demande, enfin, c'est aussi des difficultés supplémentaires, hein, parce que on a fait le choix aussi pour valoriser le sport, de ne pas faire une course à part, mais de bien d'avoir les mêmes structures pour les filles et les garçons. C'est-à-dire même départ arrivée, même carte podium, etc., etc. Il y a juste sur les horaires, le kilométrage où c'est un peu différent. Voilà. Parce que pour des raisons aussi réglementaires. Heureusement, parce que quand on voit le parcours que vous avez concocté, heureusement pour les filles, parce que ça, je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'abandon. On va arriver là sur ce parcours là, mais juste, c'était l'actualité du jour, hein, comme tu disais tout à l'heure. Vous avez présenté les différentes équipes engagées. Est-ce que tu peux nous citer, alors peut-être pas toutes parce qu'il y en a 21, je crois, mais les principales. Alors, oui, je vais les reprendre. Alors, on va avoir toutes les équipes françaises déjà. Donc ça, c'est vraiment une belle surprise aussi. Hein. C'est pas forcément gagné quand on a une nouvelle épreuve.
Je vous demande juste 2 petites secondes, je les retrouve en même temps sur la liste des équipes. Moi, il y a mon équipe de cœur qui est là, c'est la G2R Citroën. Donc déjà, Ah, oui. en espérant qu'il fasse quelque chose. Voilà. Alors, on n'a encore pas les noms hein, des coureurs. On va pas non plus, voilà, puisque les directeurs sportifs ajustent le planning en fonction, bien entendu, des annulations, de la forme de chacun. On saura en gros 10 jours avant hein, qui sera présent. Mais ce qu'on sait chez AG2R, on a eu quelques indiscrétions avec le directeur de la performance que tu dois connaître, qui est Jean-Baptiste Quiclé, hein, qui est aussi dans l'organisation des épreuves. Voilà, ils viendront pas, ils seront pas là pour trier les lentilles, hein, comme on dit. Voilà, ils vont venir avec une belle équipe. On devrait avoir des beaux noms, des garçons qui sont illustrés sur les grands tours. Donc voilà, on devrait avoir du côté de la G2R Citroën avoir une belle équipe. Chez les équipes, donc Cofidis sera présent. La FDJ aussi. Alors la FDJ, on les a mis en continental, mais ça sera sûrement une équipe mixte entre la World Tour et la continentale. D'accord. Là aussi, on risquerait d'avoir de belles surprises. Après, sur le Pro Tour, donc les Françaises avec BNB, Delco sera également présent. Le Team Arkea, je pense qu'il devrait venir aussi avec une belle équipe. Ils étaient en train d'ajuster les noms, mais on devrait avoir quand même des noms assez réputés. Total Direct Energy, bon, on a bon espoir d'avoir nos Jurassiens au départ. Voilà, Alexis, avec sa blessure, il se remet tout doucement. On croise les doigts pour qu'il soit présent. Et puis du côté des équipes étrangères, on a l'équipe Burgos hein, qui est régulièrement invitée sur le Tour d'Espagne. L'équipe Androni qui a fini meilleure équipe européenne de deuxième division l'année dernière, qui s'est illustrée sur le Tour d'Italie, qui a sorti quand même des noms qui sont maintenant chez Ineos, hein, avec Masnada qui avait d'ailleurs remporté l'étape du. Ils ont une culture offensive, Androni, hein. Ouais, en aussi. Plus, ouais. Je les vois sur les courses. C'est. Voilà. Et du côté de l'équipe belge, on va avoir X-Pro, Uno X-Pro, là, qu'on voit régulièrement, ceux qui suivent un peu les classiques en Belgique. Voilà, c'est les maillots orange qui sont à l'avant, hein, qu'on voit souvent dans le top 5 et qui tiennent la dragée haute à des World Tour. Donc voilà, c'est un niveau qui va nous permettre, je pense, d'avoir une très très belle course, des courses vraiment débridées. Et puis le parcours, on en parlera tout à l'heure, voilà, permettra aussi justement ces courses offensives. Alors tu as oublié un Jurassien, Laurent. Alors j'espère qu'il sera présent. On l'avait eu dans le média aussi, autre que Théo Delacroix, mais c'est Clément Berthet avec Delco. Oui, effectivement. On croise les doigts pour qu'il soit présent parce que il réussit quand même des super débuts en professionnel pour lui qui vient du VTT aussi. Donc on espère c'est un parcours en plus qui peut lui convenir. Hein. Ah, effectivement, Clément Berthet, nous on le connaît un peu moins dans le Jura parce qu'il est passé plutôt par le Vélo Club d'Ornans, il est issu du VTT. Et quand on voit son ascension assez fulgurante, hein, il se retrouve dans le milieu professionnel, il y va sans complexe. Ouais, c'est aussi un garçon, ça peut être la belle surprise et il peut profiter de le terrain qui sera de toute façon à sa main pour s'illustrer que ce soit sur la classique Grand Besançon ou le Tour du Jura qui nous concerne aujourd'hui. Alors, on va attaquer là sur la partie, on va dire circuit un petit peu le parcours, mais tu parles la classique Grand Besançon, ça sera aussi vallonné que le Tour du Jura ou pas? Alors, ça sera plus long puisqu'on est sur 200 km pour la classique Grand Besançon. Ça sera peut-être sur l'ensemble de l'épreuve moins difficile, même si voilà, là, on monte sur le plateau au-dessus de Besançon du côté de Saône. On va être après sur une boucle finale avec 2 belles ascensions, mais ça sera pas les mêmes profils que sur le Tour du Jura, la classique Besançon. Voilà, nous on imagine plutôt une arrivée en petit groupe sur la course, même si voilà 200 km avec quand même près de 2000 mètres de dénivelé, ça risque quand même de faire mal un peu aux jambes, quoi. Moi, je les laisse les faire ces 200 km, mais pour la diffusion, et là c'est la dernière question sur cette diffusion de l'équipe, mais est-ce que du coup les filles seront aussi à l'antenne? Comment ça va se passer? Est-ce qu'elles partent un peu plus tard? Comment ça va se passer? Alors, elles seront pas à l'antenne, hein, parce que pour des raisons techniques, malheureusement, il faut les moyens, caméra et hélicoptère. On peut suivre qu'une seule course. Okay. Voilà. Ce qu'on espère quand même, c'est avoir quand même quelques images de la course féminine, notamment les arrivées peut-être. Mais là, c'est pareil, ça sera en fonction de l'actualité et de la course des hommes. Mais voilà, avec la chaîne d'équipe, on travaille aussi sur ce scénario pour au moins avoir soit en direct, soit en léger différé l'arrivée des filles, parce que comme on l'a dit, pour nous, c'est aussi important de mettre en avant le sport féminin. Bon, bah ça c'est très bien. Merci Laurent pour cette précision. Alors ce parcours, tu l'as dévoilé la semaine dernière en exclusivité pour
pour mes amis du Progrès avec qui je travaille. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le voir dans ce journal. Comment on élabore ce parcours alors, le Tour du Jura, parce que chaque année c'est une remise. Tu pars d'une feuille blanche, comment ça se passe alors? Alors, juste peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet du parcours, peut-être préciser que malheureusement, pour l'instant, voilà, pour des raisons liées à la crise sanitaire, on ne peut pas diffuser les parcours puisque l'épreuve sera à huis clos au moins sur les sites de départ et arrivée. Et donc, en lien avec les services de l'État, comme ça a été fait sur d'autres épreuves, on peut malheureusement pas diffuser les parcours pour éviter des regroupements de personnes. Donc, voilà, on donnera les infos au fur et à mesure, mais on invite les gens à suivre soit la course à la télé ou peut-être se rendre sur les lieux qui sont définis, mais avec bien entendu le port du masque, etc., quoi. D'accord. Après, pour en revenir à ta question sur le parcours, on a plusieurs façons de faire. La plupart du temps, donc on envoie un courrier à l'ensemble des villes du département. Et puis là, donc la ville de Lons, où il y a longtemps qu'on n'était pas allé, a souhaité voilà, nous rejoindre dans l'aventure. Et partant de là, eh bien après, on va construire ce parcours avec quelques grands principes, ce qui nous a toujours un petit peu réussi, à savoir une première partie plutôt plate, histoire de se mettre un peu en jambes, de pas lancer les coureurs tout de suite dans les montagnes jurassiennes. Et puis après, on essaie de concilier à la fois l'aspect touristique, l'aspect aussi des villes partenaires et notamment des communautés de communes, et après l'aspect parcours. Et après, on se concentre sur les difficultés que l'on va mettre pour avoir un juste équilibre et proposer quelque chose de qualité et puis qui réponde aussi à la volonté du Tour du Jura d'être une course difficile. Puisque là, on sera à 164 km et on va avoisiner les 2500 mètres de dénivelé. Ah, mais c'est énorme alors. Vraiment, les difficultés sont vraiment concentrées dans les 60 derniers kilomètres. On va en parler parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais tu parlais des soutiens des collectivités, de la ville de Lons notamment. On avait eu Antoine Jaillet il y a quelques semaines sur le média qui nous avait déjà parlé de ce Tour du Jura. Les collectivités répondent bien présentes sur ce genre d'organisation pour vous, pour le Tour du Jura. Oui, et la première d'entre elles, c'est le conseil départemental du Jura qui nous suit depuis le début de l'aventure. C'est des fidèles institutions. Ils sont vraiment à nos côtés et sans eux, on pourrait pas faire l'épreuve, c'est clair. Et donc cette année, la ville de Lons, la communauté d'Aglo Éclat sont avec nous sur cette épreuve. Donc on les en remercie et toutes les communes traversées se mobilisent à travers des bénévoles, à travers un soutien matériel, logistique pour nous permettre justement de proposer une épreuve de qualité en toute sécurité pour les coureurs. Ouais, parce que la semaine dernière, vous lanciez un appel aux bénévoles dans les colonnes du Progrès suite au parcours. Il faut combien de bénévoles pour ce tour? C'est énorme, je pense, non? Si on extrapole, on est entre 180 et 200 bénévoles pour tout le dispositif, à savoir les signaleurs, mais aussi l'accueil, les chauffeurs, la logistique, etc. Enfin, la mise en place. Voilà, on est à peu près sur les deux épreuves, ça va être près de 400 bénévoles, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes sur les deux épreuves. Et il faut pas oublier les gendarmes que vous payez peut-être, hein? Alors effectivement, une convention à la fois avec la police nationale sur Lons et avec la gendarmerie, plus les motards de l'EDSR qui sont à nos côtés dans le cadre des conventions. Voilà. Bien entendu, comme tu l'as dit, que l'on paye les conventions, donc ça fait partie du budget, des charges au sein du budget. Je me souviens parce que moi, pour avoir été gendarme auparavant, on faisait ce genre de course et ces dernières années, je me souviens d'avoir certains responsables de course qui se plaignaient de ce coût exorbitant, de la hausse de ces coûts de sécurité et qui ont fait par moment certaines courses ont dû s'arrêter parce qu'ils avaient plus les moyens financiers de payer cette sécurité, quoi. C'est ça. Les coûts ont été revus à la hausse il y a quelques années et certaines manifestations malheureusement n'ont pas pu suivre et on fait le choix de s'arrêter parce que voilà, c'est vrai que quand on a la présence des forces de l'ordre à nos côtés, ça sécurise quand même l'épreuve. Alors cette épreuve, tu parlais à l'instant là des 65 derniers kilomètres, un petit peu assez simple pour chaque coureur, mais avec Château-Chalon, Chaumois-Boivin, Baume-les-Messieurs, la Côte de Rosnay. Donc ça, c'est à peu près à 30 km de l'arrivée, cet enchaînement. Oui, c'est ça. Ouais. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout ça,
est-ce que tu peux nous assez rapidement, sans trop perdre les gens, mais expliquer un peu le profil de toutes ces coachs que j'ai annoncé. Alors, sur les coachs, oui, tu m'entends, j'ai eu une petite coupure. Ouais. Ouais, c'est bon. Donc sur l'ensemble de ces côtes, effectivement, c'est un petit peu plus, c'est assez difficile quand même puisque c'est des côtes, c'est pas des cols des Alpes, hein, bien entendu, mais ce sont des côtes assez usantes qui vont user les organismes, surtout si elles sont montées à un rythme élevé. Et c'est surtout la fin de course qui va être difficile puisque quand on revient au Tour de Lons, on part du côté de Vernantois, du côté de Bornay, où là on a trouvé là aussi une belle ascension dans le final, avant de revenir sur les deux murs des 5 derniers kilomètres, Montciel et Mancy, où là c'est vraiment des côtes vraiment très difficiles avec un pourcentage élevé, près de 20% pour la côte de Mancy. Et je pense que les coureurs ne s'attendent pas forcément à ce type d'ascension, quoi. Et Château-Chalon, je me souviens l'an dernier au Tour de France, il l'avait monté. Enfin, je pense qu'il avait plutôt avalé que monté, parce que la vitesse à laquelle ça allait, c'était quand même assez impressionnant. On n'a pas parlé de la montée de Montaigu. Ils vont faire celle à 13%, c'est ça? Non, ils font Montaigu, ils passent par Vatagna. Donc c'est la petite route entre Vatagna et Montaigu pour ceux qui connaissent. Et on rejoint le village de Montaigu avant justement de plonger, de redescendre sur Macornet, de repartir sur Vernantois. Et en fait, le final, c'est des toboggans, quoi. Depuis Château-Chalon, il y a très peu de répit avec l'enchaînement de ces 3 difficultés, plus la 4e qui n'est pas répertoriée, la côte de Montaigu, et puis Bornay et les 2 murs dans la ville de Lons. Ouais. Les deux murs, tu voulais un petit peu parce que ça aurait pu arriver là à 155 km, arriver à Lons tranquille avec le petit groupe qui restait, c'était partagé au sprint, ça aurait fait un beau scénario. Mais non, toi tu voulais tu voulais en solitaire un gagnant en solitaire parce qu'il aurait fait la différence sur Montciel et Mancy. Non, c'était quoi l'idée de l'idée, c'est de proposer aussi des arrivées spectaculaires. Et quand on voit maintenant les courses, alors c'est sûr, ça fait la part belle aux grimpeurs. Hein, les sprinteurs, des fois, restent un peu sur leur fin, mais c'est aussi le vainqueur du Tour du Jura, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même un profil de puncher grimpeur, et on voulait être aussi fidèle à notre image de marque et proposer vraiment une arrivée difficile. C'est pour ça que quand on a trouvé ces deux côtes dans le final, on s'est dit pourquoi pas aller banco. Alors, ce sera vraiment, je pense, pour ceux qui connaissent, l'enchaînement Montciel à 15, 16 voire 17%, on plonge et on repart quasiment à l'arrêt aller chercher la côte de Mancy. Là, ça devrait être spectaculaire. Quand on a reconnu avec les gens de la chaîne de l'équipe, même eux, pourtant ils connaissent bien, ils ont été un peu estomaqués, quoi. Donc ils ont dit waouh, là ça devrait faire de belles images et il y aura une belle bagarre. C'est pas long, ça fait 500 mètres, mais c'est dur, quoi. Et c'est vrai que la télé aime bien les nouveautés. Je vois l'an dernier le col de la Louse qui avait été franchi au Tour de France avait fait vraiment sensation. Alors on salue Stanis et puis et Karim aussi qui nous ont rejoints. Stanis, c'est quelqu'un de la famille Morolin, donc tu connais bien. Mais c'est vrai que pour terminer, Laurent, elle n'est pas encore disputée cette course, mais j'imagine comme pour toutes les autres organisations, vous réfléchissez déjà à l'an prochain. Comment c'est T'as déjà des idées? Alors non, pour l'instant, je t'avoue qu'on se concentre plus sur cette édition-là parce que voilà, avec le Covid, avec la crise sanitaire, on a vraiment beaucoup de travail, donc on est vraiment focalisé sur cette édition. On a quand même 4 courses, 2 courses hommes, 2 courses dames. Donc chaque chose en son temps. On va attendre le 18 pour souffler et puis se replonger dans l'édition prochaine. Voilà, en espérant qu'on puisse malgré tout faire cette édition-là et qu'on n'ait pas à la reporter en fonction de la situation sanitaire qui ma foi se complique un petit peu dans le Jura et dans le Doubs. Donc là, on croise les doigts pour que ça se stabilise, quoi. Alors, on va bientôt terminer cet entretien, mais je vois celles et ceux qui sont présents. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la poser. Moi, Laurent, quand je vois peut-être les autres agglomérations pour l'avenir, le Grand Dol, par exemple, qui est quand même une terre de cyclisme, c'est peut-être une piste à étudier, non? Avec après, en termes
de dénivelé sur le secteur de Grandol, c'est un peu plus plat quand même que le Haut-Jura ou même là le secteur de Lons, quoi. Pour vous, c'est moins Alors, intéressant. Pas moins intéressant, oui et non, parce qu'on a déjà eu des étapes du Tour du Jura qui sont arrivées à Dole. On a toujours un très bon accueil de la part des Dolois, de la population doloise et des élus, hein, puisque, comme tu l'as dit, c'est aussi une terre de cyclisme. Et c'est vrai que ça peut être une des pistes pour l'année prochaine. Voilà, le secteur de Champagnole aussi, là aussi assez sportif, qui devrait, enfin voilà, est intéressé aussi pour accueillir le Tour du Jura. Et puis bien entendu le Haut-Jura avec les Rousses, Saint-Claude, où voilà, on va régulièrement dans ce secteur. Alors c'est sûr qu'au mois d'avril c'est toujours un petit pari, hein, quand on regarde la météo, mais bon, on l'a déjà fait auparavant. On a eu des très très belles journées. Donc voilà, enfin l'avantage du Jura, c'est un peu ça, c'est aussi quand partout où on va, il y a moyen de trouver vraiment de très beaux parcours, de faire de très belles courses avec un enjeu sportif. Donc là-dessus, moi, je suis pas inquiet sur les années futures. Voilà, on aura les candidats, les villes étapes pour proposer aux gens un très beau Tour du Jura. On va terminer sur deux petites questions. Celle de Karim, alors qui a dû arriver au cours de l'émission, mais en termes de communication annuelle, vous avez un budget com. Alors on a parlé de l'équipe pour lequel on peut pas dévoiler, mais l'autre facette de la com, donc c'est pas mal de relations presse. Il y a aussi de l'affichage, choses comme ça. C'est quoi votre budget pour tout ça? Bon, je te donnerai pas un prix en termes de budget, mais plutôt un pourcentage par rapport au budget global, hein. Ce qui correspond entre 10 et 15% du budget d'une épreuve comme ça. Après, des fois, c'est pas simple à estimer parce qu'il y a des choses que l'on fait en partenariat, il y a des choses que l'on achète, des choses, voilà. Donc c'est ça qui n'est pas forcément simple pour justement mettre un chiffre sur ça, mais voilà, ça correspond entre 10 et 15% du budget des épreuves, quoi. Voilà. Et là, on mutualise en plus avec le doux, donc c'est pas simple non plus. Et pour terminer, Laurent, et ça, on va le garder en mémoire ensemble. Si tu peux faire un petit pronostic pour le Tour du Jura, sans savoir les noms, alors c'est compliqué. Ouais, sans savoir les noms, c'est ça qui est difficile. Non, le petit pronostic, c'est un pronostic un petit peu de cœur, plutôt un Jurassien. On a vu que Fabien Doubet était vraiment en forme sur Paris-Nice, puisqu'il a porté le maillot à poids. C'est des parcours qui peuvent lui convenir tout à fait. Alors Alexis, si on a la chance qu'il participe, il sera peut-être un peu juste, hein, puisque s'il participe, ça sera sa reprise. Je crois qu'il a mis d'ailleurs un petit message ce matin sur les réseaux sociaux à ce propos. Mais ouais, je vois bien Fabien Doubet, ou voilà, puisque on a aussi des coureurs de chez AG2R. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être un Tony Galopin qui pourrait être présent. Il a déjà gagné dans le coin du Jura. Je crois que c'était du côté d'Oyonnax où il était échappé sur le Tour de France. Donc, sinon, voilà, Calmejane aussi. Donc, voilà, on n'est pas sûr qu'il soit là, mais je crois que voilà, on a de bonnes chances que Lilian soit aussi présent. Donc, voilà, c'est des garçons qui apprécient le secteur, qui sont à l'aise sur ce type de parcours. Donc, oui, ça serait, je pense, une belle consécration pour cette épreuve à ce niveau-là, quoi. Eh ben, c'est enregistré. Moi, je vois bien un Italien d'Androni, on verra. En tout cas, merci. Ouais, merci à toi en tout cas, Laurent, d'avoir accepté l'invitation. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram et qui sont pas trop sur les réseaux sociaux, sache que tu pourras leur dire que l'entretien sera retrouvé dès demain sur la page YouTube de Sport 39. Tu pourras la partager. Je mettrai le lien sur Facebook, comme ça tu pourras partager. Et puis en espérant que ça fasse une superbe édition. En tout cas, il y a tout pour, hein. Il y a tout pour. Ok. En tous les cas, merci pour l'invitation, puis merci aux auditeurs de Sport 39 d'être présents à nos côtés, puis même à toi de faire vivre cette page sur le sport dans le Jura. C'est vrai qu'on en a besoin, et c'est toujours avec plaisir qu'on suit tes différentes émissions. Encore bravo. Eh ben merci beaucoup Laurent, bonne soirée à toi, et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors juste encore merci Laurent pour ta présence, pour ta confiance sur ce live. Merci à Ferréol aussi d'avoir été présent. J'avais juste une dernière chose à vous dire. Peut-être en milieu de semaine, on aura un autre live parce que ce week-end auront lieu les portes ouvertes du côté de Haut-Jura Sport Formation, l'organisme de formation des métiers du sport notamment, et on va essayer d'avoir soit le responsable Sylvain Sacco, l'ancien entraîneur de Lens au basket, soit la chargée de communication Justine. C'est en pourparlers pour essayer de faire une petite émission de 20 minutes pour
pour savoir un petit peu, voir les contours de la formation dans le sport, parce qu'il y a pas mal de débouchés, pas mal de formations. Moi, j'ai un ami d'ailleurs proche qui est en reconversion à 31-32 ans et dans le sport. Donc, il y a plein de choses à faire dans le sport. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Je vous tiens au courant en tout cas s'il y a une nouvelle émission. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été présents et présents ce soir. Je vous dis à très bientôt sur le média et puis peut-être un petit voilà une petite info tennis de table en milieu de semaine pour la suite de ce pôle espoir. Et puis en tout cas, vive le vélo et à très bientôt. Bonne soirée à vous.